faire une lecture cosmologique. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs la lecture passionnelle, simplement, je dirais qu'à mes yeux, chez les Grecs, qui ne sont pas vraiment des romantiques, la problématique cosmique ou cosmologique est première et les passions s'inscrivent dedans, alors que nous, modernes, avons tendance à lire d'abord l'histoire d'amour ou de colère et ensuite à dire oui, il y a peut-être un peu de cosmologie dans cette affaire. Mais il me semble que ces deux lectures qui s'entre-expriment, comme on pourrait dire, sont toutes les deux pertinentes, mais que celle probablement qui était dans l'esprit des Grecs était plutôt celle qui relève la cosmologie. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent? Oui, à cette nuance près que d'abord avec l'Iliade et l'Odyssée, on n'est plus exactement dans la mythologie et dans le récit des origines, on est dans un temps héroïque, c'est plus le temps mythique, c'est plus exactement le temps mythique, c'est un intermédiaire entre l'histoire strictement humaine et le mythe et le mythe des origines. Donc qui est évidemment, j'espère ne pas avoir donné l'impression que je parlais en termes de sentimentalisme ou de passion, parce que le terme est effectivement mal utilisé. Mais on peut remarquer aussi, par exemple, que l'effet de la colère d'Achille... Alors, il y a une autre chose avant ça, c'est qu'il faut se garder aussi, me semble-t-il, de faire ce qu'ont fait un certain nombre de mythographes immédiatement après Homère, puis les philosophes, qui consiste à dire, bon, finalement, les dieux d'Homère sont des allégories de tel ou tel comportement, de telle ou telle passion, ou de telle ou telle idée morale, etc. Il y a une scène très célèbre au début de l'Iliade où justement Achille s'énerve vraiment très très fort contre Agamemnon, saisit son arme, dégaine, et à ce moment-là, Athéna se porte vers lui, derrière lui, c'est un geste sublime, et le saisit par les cheveux et le retient. Et Achille remet l'arme au fourreau et se garde d'assassiner Agamemnon. Bon, voilà, on peut dire très simplement, Athéna, c'est la sagesse lui est enfin venue à l'esprit, il a préféré remettre l'arme au fourreau. C'est pas du tout ça que dit Homère, et en l'occurrence, les dieux ne sont pas simplement des allégories. Ils ont une vraie présence. Mais en revanche, c'est toute la beauté d'ailleurs de la mythologie. Ce qui est absolument vrai, et ce qui est très net, c'est la puissance de chaos que représente Achille lui-même, d'ailleurs, dans l'Odyssée. Ce qui inquiète énormément... Dans l'Iliade, vous voulez dire. Dans l'Iliade, ce qui inquiète énormément les autres chefs grecs. Quelque chose ne va plus dans le monde. Quelque chose ne va plus, c'est-à-dire soit trop massacrer comme le fera Achille, soit outrager le corps comme il le fera avec Hector, soit ne pas massacrer, à dire vrai, c'est-à-dire ne pas participer à la guerre, quelque chose, parce qu'on est emporté dans la colère, quelque chose brise l'équilibre du monde guerrier, du face-à-face permanent qui établit dans une espèce de guerre permanente, un équilibre. Luc Ferry, oui, sur ce point, je crois il y a peut-être deux remarques à faire pour donner un peu un fil conducteur à la lecture de ces textes qui sont quand même parfois compliqués. Je pense en particulier à la Théogonie d'Hésiode, dont je rappelle qu'elle vient en gros probablement un siècle après l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée. Donc c'est 7e siècle, l'Iliade et l'Odyssée, le 8e siècle, selon les datations les plus savantes d'aujourd'hui. Il y a deux choses à remarquer, je crois, qui sont très utiles. La première, c'est que les premiers dieux n'ont pas de personnalité. Ce ne sont pas des personnes où ils ont très très peu de caractère, pratiquement pas de psychologie. Chaos, rien du tout. Ouranos, pas grand-chose. On ne va pas discuter avec lui. Gaïa, un petit peu plus, mais à peine. Tartare, rien du tout. Pontos, que dalle. Ils n'ont aucune personnalité, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de... C'est pas du tout des dieux personnels, si je puis dire. Et puis plus vous avancez, alors les titans sont pas encore... Ils n'ont pas beaucoup de caractère non plus, les premiers dieux. Enfin, en tout cas, mettons la deuxième génération. Si on prend les titans comme les enfants d'Ouranos et de Gaïa, on peut dire que c'est la deuxième génération. Seule la troisième génération, celle des Olympiens, a un caractère, une personnalité. Cette progression-là a un sens extraordinairement profond. Elle est vraiment admirable. C'est que lorsque Zeus va partager le monde et qu'il va, comme dira le droit romain, c'est le fondement de tout le droit romain, rendre à chacun le sien. C'est ça le droit romain, c'est la formule canonique. Et donc chacun va avoir, comme dans un gouvernement, chacun aura son ministère. Et et là je crois que Vernon là-dessus a raison, la vraie différence entre mythos et logos, entre mythologie et philosophie, la vraie différence c'est que, au fond, la philosophie va simplement séculariser cette présentation de morceaux du cosmos en termes de divinité. Ouranos, le ciel, Gaïa, la terre, Pontos, les eaux, etc. Eh bien, on ne dira plus ça quand les physiciens d'ioni vont s'emparer de ces thèmes-là. Ils diront les éléments, ils diront l'eau, la terre, le feu, mais ils ne parleront plus en termes disons, pratiquement animistes, si je puis dire, en termes de divinité. C'est ça, les deux, à mon avis, les deux fils conducteurs pour comprendre cette histoire de la théogonie. Et moi, ce qui me frappe, ça m'a frappé très tardivement.
c'est à quel point toute l'histoire d'Ulysse, au fond, a la même structure que la théogonie d'Hésiode, qui vient pourtant un siècle après. Mais alors, justement, je reste tout à fait convaincu que Peggy a raison. Homère est nouveau ce matin, et en même temps, il n'est pas nouveau au sens d'actuel. Non. Et je vois une différence en vous écoutant. Vous avez parlé, Luc Ferry, justement, de cet ajustement au cosmos. Et vous, Vincent Delacroix, aussi, de cette manière qu'a Achille de briser l'ordre du monde, par la démesure de sa bouderie et la démesure de sa cruauté. Et l'hubris, c'est le thème grec par excellence, et vous le traitez dans votre livre, Luc Ferry. Donc, chaos cosmos, mouvement qui va du chaos au cosmos, notamment dans les voyages de l'Odyssée. Mais existe-t-il quelque chose comme un cosmos aujourd'hui? Non, mais notamment non en un sens tout à fait particulier, enfin tout à fait poignant. Milan Kundera a écrit L'ignorance. L'ignorance est une méditation sur le retour. Le mur de Berlin est tombé, la parenthèse communiste se termine, et Kundera traite de l'émigration et du retour. Qu'est-ce que ça veut dire retourner? Peut-on retourner? Évidemment, il pense à propos de ses héros à Ulysse. Il y a des longues méditations sur Ulysse au début du roman, mais il y a aussi une réflexion d'un autre type. Iréna, l'héroïne du livre, vit en France et elle dit, il y a très longtemps, elle a visité une ville de province. Et là, elle a vu un dimanche, à la recherche d'un moment de repos pour son mari déjà très malade. Elle a vu une ville tranquille, il s'arrête sur un pont, il regarde l'eau qui, paisible, coule entre les rives verdâtres. Donc ils sont saisis par la beauté, ils descendent sur la berge, et après quelques pas, ils comprennent que la paix dominicale les a bernés. Le chemin était barré, ils se heurtèrent à un chantier abandonné, des machines, des tracteurs, des amas de terre et de sable, de l'autre côté de la rivière, des arbres abattus. Et à ce moment-là, brusquement, de la musique explosa dans un haut-parleur, fortissimo. Sous ce coup de massue, Irina pressa les mains sur ses oreilles et éclata en pleurs. Commentaire de Kundera: le gigantesque balai invisible qui transforme, défigure, efface des paysages est au travail, depuis des millénaires, mais ces mouvements jadis lents, à peine perceptibles, se sont tellement accélérés que je me demande, l'Odyssée aujourd'hui serait-elle concevable? L'épopée du retour appartient-elle encore à notre époque? Le matin, quand il se réveilla sur la rive d'Ithaque, Ulysse aurait-il pu entendre en extase la musique du grand retour si le vieil olivier avait été abattu et s'il n'avait rien pu reconnaître autour de lui? Caractère périssable du monde, ce dont nous avertit l'écologie, mais on peut élargir l'écologie. C'est pas seulement la nature, c'est la civilisation, c'est la langue, etc. Et dès lors que le monde lui-même est ce dont nous sommes responsables parce qu'il peut périr, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une faille entre notre monde, justement, et celui de l'Odyssée? Nous n'avons plus droit à quelque chose comme l'ordre du cosmos. Pour qu'il y ait un retour, vous avez entièrement raison, il faut qu'il y ait une stabilité par rapport à laquelle le retour puisse se mesurer. Mais, vous disiez tout à l'heure, il n'y a plus de cosmos aujourd'hui. C'est vrai que dans la perspective qui est celle de la physique de Newton, oui. Vous avez tout à fait raison. C'est ce que d'ailleurs Heidegger avait très bien décrit dans l'époque des conceptions du monde, ou Coiré, dans ce livre magnifique qui s'appelle Du monde clos à l'univers infini, tout ça a explosé. Mais, un philosophe comme Hans Jonas vous dirait aujourd'hui que les Grecs avaient raison contre les modernes et que d'une certaine manière, dans ce que l'écologie peut avoir de plus profond, philosophiquement parlant, je ne parle pas des Verts ou de tel ou tel courant politique, je parle de l'écologie philosophiquement profonde, on retrouve avec notamment la notion d'écosystème ou de biosphère quelque chose comme ce que les Grecs avaient entendu par cosmos. Et d'ailleurs, dans l'idée que l'homme est un destructeur potentiel de la nature, on retrouve une conception grecque de l'hubris aussi, de la démesure, de l'arrogance, de l'orgueil. Ce qui est en revanche très différent par rapport au monde grec et qui là est complètement inactuel, c'est le fait que pour Homère, comme pour tous les Grecs après lui, en tout cas cette tradition cosmologique, le juste va se définir comme l'ajusté à l'ordre cosmique. Le juste, c'est ce qui est ajusté. Heidegger disait, le juste, c'est l'ajointé. Et en allemand, ça se dit fugue. Et c'est ce qui est, c'est Fügung, c'est le fait de s'ajointer à l'ordre du monde. Et pour nous, et là,
En revanche, la distance avec les anciens est très grande. Pour nous, le juste, malgré tout, a quelque chose à voir avec la volonté générale et pas avec l'ajustement à l'ordre du monde. Encore que dans une perspective vraiment radicalement écologiste comme celle de Hans Jonas, on pourrait plaider pour une réhabilitation de quelque chose comme le droit romain, héritier de la philosophie grecque. Vincent Delecroix. Moi, ce qui